J'ai pris ma petite boisson non seulement pour la métaphore de moi qui spill the tea, mais aussi parce que dans ma dernière vidéo où je vous présente mes meilleures lectures de l'année 2021, je n'avais plus de voix à la fin. Je souffrais parce que je n'ai pas bu et j'ai tourné pendant 3 heures. Donc là, tu vois, je fais attention à ma santé. C'est votre rappel quotidien que c'est important de s'hydrater. Et aussi accessoirement, on va pas se mentir, ça me permet de vous présenter ce mug que j'ai eu à Noël, que j'adore absolument. Dans ma vidéo de mes meilleures lectures de 2021, j'ai lâché comme ça en début de vidéo, est-ce que ça vous intéresserait si je faisais une vidéo sur mes déceptions littéraires de l'année 2021? Et j'ai vu que vous étiez nombreux et nombreuses, du moins quelques-uns et quelques-unes, à me dire que oui, ça vous intéresserait que je vous parle de ces livres qui m'ont déçue durant l'année 2021. Et je suis contente de voir que je ne suis pas la seule à aimer le drama et à aimer spill the tea sur certains livres. Au début, je me suis demandé si je devais tourner cette vidéo, j'avais peur que ce soit mal perçu, mais ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est que beaucoup de mes déceptions de cette année 2021, même mes pires déceptions de l'année 2021, je les ai faites au mois de décembre. Et du coup, cette vidéo, qui est une vidéo de mes pires lectures de 2021, elle fait office un peu d'update lecture également. Comme ça, je peux vous présenter ces livres que j'ai lus au mois de décembre, qui font partie des livres que j'ai le moins aimés en 2021. Donc en fait, cette vidéo, elle fait un peu 2 en 1. Comme ça me motive à faire cette vidéo qui, voilà, j'ai peur qu'elle soit mal perçue et j'ai peur qu'elle soit un peu trop négative. Après, j'ai pas que des points négatifs à dire, parce que je pense que pour chaque livre, même ceux que j'ai le moins aimés, je vais quand même citer des points positifs parce que je trouve ça important. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ces livres qui m'ont déçu en 2021, qui n'ont pas été à la hauteur de mes espérances, et je trouve que cette phrase elle est importante à dire. Des fois en fait c'est juste une question de feeling, et c'est pas juste un livre est vraiment objectivement mauvais. Je trouve ça intéressant de construire un propos, d'expliquer pourquoi tel livre ça l'a pas fait avec nous. J'aime bien, pour tout objet de culture, que ce soit livre ou au-delà, j'aime bien avoir un peu les deux avis, les positifs comme les négatifs, même si des fois avoir des avis négatifs sur des objets de culture que j'aime très fort, c'est vrai que des fois ça fait un petit peu mal au cœur. Donc je tiens à dire que je m'excuse par avance si je parle mal d'un livre que vous aimez. Chacun ses goûts et c'est quoi. Il n'y a pas de suite en fait. Et voilà, peut-être que vous détestez un livre que moi j'adore. Et puis de toute façon, ici on aime le drama. Vous vouliez cette vidéo, vous l'avez réclamée, et bien vous l'avez. Alors ici, on fait pas les choses à moitié, car j'ai catégorisé cette vidéo. Cette vidéo va comporter 3 catégories et on va un petit peu monter crescendo. Donc en premier, ça va être les livres qui m'ont déçu, mais voilà, pas trop, jusqu'au dernier qui m'ont vraiment énervé. Et comme je suis absolument bizarre et ravagée, j'ai eu l'idée de nommer ces catégories selon des paroles de chansons de Taylor Swift. Franchement, faut même pas vous poser de questions. En fait, c'est juste quand j'ai commencé à catégoriser ma vidéo en disant bon bah là en premier ça va être tel livre et tout, d'un coup j'ai une parole d'une chanson de Taylor Swift qui m'est venue. Je me suis dit tiens, si à chaque catégorie je mettais des paroles de chansons de Taylor Swift, parce que j'adore Taylor Swift, c'est ma vie, mon âme, et donc forcément Taylor Swift est toujours dans un coin de ma tête, donc là je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire ça, mais sinon il n'y a aucun rapport entre les livres et Taylor Swift. La première catégorie de cette vidéo s'intitule Gave You Too Much, but it wasn't enough. Cette première catégorie, elle est soft, c'est des livres que je trouve objectivement bons, et que je conseille même, mais juste avec moi, il m'a manqué l'étincelle, vous voyez, il m'a manqué une petite chose. Et aussi ce que je trouve intéressant dans cette catégorie, c'est que les 2 livres dont je vais vous parler dans cette catégorie, c'est des livres, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit mais oui, c'est fait pour moi, j'étais vraiment attirée par ces livres, et ça l'a pas fait. Donc comme quoi, un livre peut nous appeler, le résumé peut nous interpeller, et au final ça le fait pas. C'est aussi la catégorie un petit peu du c'est pas toi c'est moi, tu vois, dans les ruptures, bah là c'est carrément ça. La deuxième catégorie, It would have been fun if you would have been the one. C'est une parole qui vient de la chanson The One de Taylor Swift, et ce qui est drôle, c'est que dans cette catégorie, il n'y a qu'un livre. Tout est lié, vous voyez. Dans cette catégorie, il n'y a qu'un seul livre, mais je voulais absolument en parler parce que ce livre me frustre. Ce livre m'a frustrée et me frustre encore aujourd'hui. C'est un livre que j'ai adoré au début, et la fin a tout gâché. Et la troisième catégorie, ça va être la catégorie du spill the tea. Je l'ai intitulée This is why we can't have nice things, because you break them. Donc une phrase d'une chanson de Taylor Swift qui montre bien l'énervement envers certaines personnes, et là, dans ce cas-là, pour certains livres, là c'est tout simplement, ces livres m'ont vraiment énervée. Et là je risque d'être un peu plus virulente envers ces livres, après toujours dans la... Voilà, je reste respectueuse, mais vraiment ces livres ont vraiment des aspects, parce que tout n'est pas à jeter. Je pense sincèrement que dans ces livres, il y a de choses très bonnes, mais il y a d'autres choses... Vraiment, je ne comprends pas que... Je ne comprends pas, en fait. Et ça m'a vraiment agacée, j'ai passé un très mauvais moment de lecture.
et ces 2 livres que j'ai lus au mois de décembre. Voilà, j'ai vraiment fini l'année sur les chapeaux de roue comme on dit. On va donc commencer avec la première catégorie, Gave You Too Much, But It Wasn't Enough. Cette chanson vraiment sous-cotée. Les livres de cette catégorie, ce sont donc des livres que je conseille, qui sont très bons, mais je suis juste chiante et voilà, c'est des livres, juste il y avait des choses, ça n'a pas fonctionné avec moi. Et en fait les points négatifs que je trouve dans ces livres, c'est des points négatifs très personnels, c'est des choses que moi j'ai pas aimées, mais qui peuvent justement être adorées par d'autres personnes. Ma première déception de cette année 2021, mais qui est une déception assez soft, c'est La mer sans étoiles, The Starless Sea d'Erin Morgenstern. Le pire avec ce livre, c'est que je suis déçue d'avoir été déçue. Et je me souviens quand je l'ai terminé, j'étais en mode non mais il faut que je le relise parce que c'est pas possible que j'ai pas aimé. Vraiment je suis trop frustrée par ce livre. Et vous voyez, je le garde déjà parce que la couverture est juste incroyable. Je peux essayer de vous faire un petit résumé, mais ce qui est génial avec ce livre, c'est de se plonger dedans sans trop savoir. Donc je vais juste vous dire, voilà, vous révéler quelques petits détails. On commence ce livre en suivant le personnage de Zachary qui est en thèse. Ouais, je me souviens bien, il est en thèse, il a mon âge dans ce livre, il a 25 ans. Bref, je peux pas, je donne autant de détails. Et un jour, dans la bibliothèque universitaire, il tombe sur un livre qui l'intrigue parce que c'est un livre qui n'a pas de titre. Et il l'ouvre, il le feuillette, et il tombe sur un chapitre qui l'intrigue. Il y a un événement dans la vie d'un petit garçon, et en fait, cet événement, il l'a vécu, et il se rend compte que ce qu'il y a écrit dans ce livre, c'est un souvenir qu'il avait de quand il était petit. Et donc, ce livre, c'est une enquête que mène Zachary. Enfin une enquête, c'est pas une enquête policière vraiment, mais c'est une enquête très merveilleuse et très onirique. Et surtout, je pense qu'il faut noter pour se jeter dans ce livre, c'est que c'est un livre qui est empli de métaphores. Ce livre, c'est vraiment une métaphore géante, et c'est un livre dont j'entendais énormément de bien, et je crois même une fois j'avais vu une personne le comparer avec Cloud Atlas, et moi Cloud Atlas c'est un de mes films préférés, et du coup forcément, déjà que j'étais très appelée par ce livre, bah là c'était encore pire, et en plus la couverture, je la trouve sublime, et en soi je pense qu'il y a une partie de moi qui a beaucoup aimé ce livre. C'est un livre vraiment merveilleux, très beau, c'est très bien écrit, les personnages sont attachants, mais malheureusement, je pense que je suis passée à côté de ma lecture. Je me souviens que je me suis beaucoup ennuyée en lisant ce livre. En fait, c'est pas que je m'ennuyais parce que, en fait, c'est pas un livre lent, pas du tout justement. Et je pense justement ça que je reproche au livre. Mais en fait, j'étais très perdue. Et du coup, il y avait des fois, je lisais, mais je calculais même pas ce qui se passait. Je pense que l'un des points qui fait que j'ai pas aimé ce livre, c'est qu'en fait, dans ce livre, les personnages sont perdus. Zachary, il mène une enquête, il sait pas où il va. Il sait même pas vraiment ce qu'il recherche en fait. Comme le personnage est perdu, comme il fait des choses, mais il sait même pas lui-même pourquoi il fait ces choses, il sait même pas pourquoi il va dans tel endroit, bah en tant que lectrice, moi j'étais très perdue aussi, vu que je voyais pas quel était le but. Et du coup ça faisait que je prenais pas de plaisir dans ma lecture. Le personnage principal mène une quête, et à chaque chapitre, il arrive dans un nouvel endroit, il a un nouvel indice par rapport à cette quête. Le chapitre d'après, il y a d'autres révélations qui se font, il va dans un autre endroit, et en fait ce livre c'est ça continuellement, sauf qu'en fait c'est un livre qui reste mystérieux, et comme je disais c'est un livre qui est plein de métaphores, c'est vraiment une métaphore géante ce livre, et en fait chaque nouvel indice que le personnage a, c'est des métaphores. Vu que c'est ça tout le temps, c'est très dense déjà parce qu'il y a beaucoup d'informations et de clés de lecture à retenir, c'est beaucoup d'informations à encaisser et c'est très dense. Et ça m'aurait peut-être plu si ça avait été plus court, mais là c'est ça sur 500 pages. Et aussi je pense que ce qui a pas fonctionné avec moi, mais ça c'est quelque chose de très personnel, c'est que ce livre, j'ai l'impression que c'est que des courses-poursuites, du début à la fin. Les personnages arrivent dans un endroit, ils font une action, ils ont une nouvelle révélation, ils ont un nouvel indice, ils courent parce qu'ils se font poursuivre par je sais plus qui, ils arrivent dans un nouvel endroit, ouah, ils arrivent à glaner encore des informations, ils se refont poursuivre donc ils recourent pour aller dans un autre endroit. Ce livre, j'avais l'impression que c'était que ça. Ça, plus le fait que les informations je les comprenais pas, plus le fait que les personnages sont perdus, ils savent pas pourquoi ils sont là, les actions qu'ils font, ils le font un peu instinctivement, ils savent pas trop eux non plus pourquoi ils sont là. Bah moi j'étais juste perdue dans ma lecture, et il y a des chapitres vraiment que j'ai beaucoup aimé. En fait c'était ça qui était un peu frustrant, c'est qu'il y avait des chapitres, je me disais oh là c'est bon, ça repart, j'aime trop, et le chapitre d'après je retombais dans le oh c'est répétitif en fait, je trouvais un peu cette construction de course-poursuite. Je suis hyper frustrée parce que je pense que le fond de l'histoire, j'adore l'idée, j'adore le concept. Le fait de construire un livre en disant bah là ce livre ça va être une métaphore et je vais construire une quête vraiment merveilleuse et très onirique avec plein de métaphores et tout. Et ce livre en fait on peut se faire la théorie qu'on veut. Et ça je trouve que c'est un concept et une idée qui est géniale, et sur le papier c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup, que j'aime beaucoup. Mais par contre j'ai
pas adhéré à la construction de l'histoire par l'autrice, je pense. Le fait que ce soit que des courses-poursuites, le fait qu'il y ait autant d'informations encaissées, le fait que ce soit long, moi je trouve que si ça avait été plus court, ça aurait été... Je pense que ça m'aurait plus impacté. J'ai pas adhéré aux actions, des fois je trouvais même certaines actions un peu ridicules. En fait je pense que le problème avec ce livre c'est qu'il y avait trop d'actions et de bougeottes pour moi, mais en même temps des fois c'était un peu trop lent. Enfin ouais, je pense que c'est un peu le rythme de... Oui, je pense que c'est ça, je pense que c'est le rythme de l'histoire qui m'a un peu perdue. Et si vous cherchez un livre fantastique, très merveilleux, avec des personnages attachants, un livre vraiment où tu te laisses porter et où à la fin tu peux faire ta propre interprétation, bah franchement je vous le conseille vraiment ce livre, et c'est vraiment un très beau livre et c'est très bien écrit en plus. Le deuxième livre de cette catégorie c'est Circe de Madeline Miller. C'est très étrange parce que cette année j'ai lu les 2 romans de Madeline Miller, j'ai lu Circe et après j'ai lu Le Chant d'Achille, et Le Chant d'Achille fait partie de mes 10 meilleures lectures de l'année 2021 et Circe figure dans mes déceptions de l'année 2021, donc c'est très étrange d'avoir la même autrice et ces 2 romans dans 2 vidéos qui sont très extrêmes. Dans cette histoire, on suit une réécriture du personnage de Circe, qui est un personnage de la mythologie grecque. Ce livre, clairement, j'en entendais que du bien, et en plus je savais que dans ce livre, c'était une femme qui était mise en avant, et qu'en plus on plongeait dans l'intériorité de cette femme, que c'était vraiment elle, sa voix propre. Et quand tu vois les thèmes, c'est totalement mon esthétique. Donc comme quoi des fois, voilà, on peut pas forcément se fier aux livres qui nous appellent, parce que avec moi, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Au début, j'aimais bien. Je trouvais ça lent, je me disais ah bah c'est que le début, c'est l'introduction, donc voilà, il y a d'autres choses qui arriveront ensuite, mais j'aime bien, je trouve ça bien écrit. Sauf qu'en fait, le problème c'est que ce sentiment, je l'ai eu tout au long de ma lecture. C'est-à-dire que tout au long de ma lecture, j'attendais qu'il y ait des choses qui se passent. Pourtant j'aime les livres lents, donc là c'est vous dire à quel point c'est lent. Tout au long de ma lecture, j'attendais que quelque chose se passe, et en fait ce livre j'avais l'impression de lire une très longue introduction. Je trouve quand même que ce livre a énormément de points positifs, notamment l'écriture de Madeline Miller, que je trouve divine, si je peux me permettre un petit jeu de mots. Je trouve aussi que les thématiques de ce livre sont très chouettes. Le sujet de l'immortalité est beaucoup traité dans ce livre, parce qu'on voit en fait que Circe voit très mal l'immortalité. Elle en fait, elle préférerait être mortelle et elle est fascinée par les êtres humains. Il y a des chapitres et des aspects de cette histoire que j'ai trouvé très intéressants. Il y a des chapitres qui m'ont beaucoup plu, notamment les chapitres avec Ulysse. Il y a, je sais pas, 3-4 chapitres avec Ulysse, et ces chapitres-là, je les ai juste... J'ai vraiment beaucoup aimé ces chapitres, et en fait ça m'a fait un peu le même effet que The Starless Sea. Il y avait des chapitres, j'étais vraiment au bout de ma vie, je me disais mais je vais l'abandonner, c'est pas possible. Et le chapitre d'après, j'étais à fond, je trouvais ça trop bien. Et 2 chapitres après, j'étais encore blasée. Et ce qui est très illogique, c'est que ce livre me donne envie de dire que c'est un livre intéressant, très intéressant même, mais qui en même temps n'a pas grand intérêt. C'est vraiment ce que je ressens avec ce livre, parce que j'ai pas envie de dire qu'il est pas intéressant, parce que il y a des chapitres qui l'étaient, et voilà, moi j'ai appris plus de choses sur la vie de Circé, sur la mythologie grecque, parce qu'en plus ce qui est hyper bien avec Circé, c'est qu'elle a rencontré tout le monde dans la mythologie grecque, vraiment. Tous les persos connus de la mythologie grecque, Circé, elle les voit. Mais en même temps, je lisais ça, j'étais en mode mais c'est quoi l'intérêt en fait, je voyais pas l'enjeu de l'histoire en fait. Je pense que c'est ça, je voyais pas vraiment d'enjeu. Alors que tu vois, Le Chant d'Achille, j'y voyais plein d'enjeux. Et aussi je pense que ce qui a joué dans ma dépréciation du livre, et ça c'est quelque chose, je me souviens, je vloguais pendant que je lisais ce livre, et ce chapitre là m'avait vraiment énervée. À un moment, dans ce livre, il y a un viol, donc trigger warning de viol. C'est pas décrit dans les détails, mais clairement tu vois ce qui se passe quoi. Tu comprends ce qui se passe. Ça m'a beaucoup affectée parce que voilà, les scènes comme ça, moi j'aime bien être prévenue au moins avant, histoire que je sache. Et là, c'est arrivé d'un coup. Et surtout, c'est une scène qui fait peur, je trouve, parce que Circe, en fait, elle est entourée d'hommes. En fait, elle est toute seule parmi plein d'hommes. Et ils sont comme ça, ils s'avancent vers elle et tout. Moi j'étais vraiment pas bien. Et après il y a la scène de viol, donc vraiment il n'y a rien qui va dans ce chapitre. Et aussi ce que j'ai pas vraiment apprécié, mais ça après c'est quelque chose que j'ai ressenti, mais je dis pas du tout que Madeline Miller elle a fait ça comme ça. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu à ce moment donné. Je trouvais que là, après cette scène, j'avais l'impression que Madeline Miller elle le tournait un petit peu comme ah bah mon personnage a vécu ça, donc elle va devenir plus forte. Il y a beaucoup cette idée dans beaucoup voilà, de séries, de films et notamment de livres. Et voilà, là je dis pas du tout Madeline Miller a fait ça, mais moi je l'ai ressenti un petit peu comme ça. Même si des fois il y avait des chapitres que je trouvais intéressants, même si l'écriture était sublime,
même s'il y avait vraiment des passages que j'ai beaucoup aimés, l'ensemble du livre en fait, je l'ai trouvé longuet. Ça m'attriste moi-même d'avoir été déçue par ce livre et j'aurais vraiment aimé l'aimer. Mais en soi c'est un livre que je vous conseille, donc il y a le trigger warning par ailleurs, mais c'est un livre franchement que je peux que vous conseiller. Si vous aimez la mythologie grecque, si vous aimez le fait que ce soit des personnages féminins qui soient mis en avant, c'est un livre vraiment que je conseille et qui est très bien écrit en plus, mais avec moi malheureusement ça n'a pas fonctionné. Nous arrivons donc à la deuxième catégorie de cette vidéo. On monte un peu plus dans le cran de l'énervement. Cette catégorie s'appelle It would have been fun if you would have been the one. Donc je pense que ça veut un peu tout dire. Et on rentre aussi dans cette partie de la vidéo qui est mon update lecture du mois de décembre. Là, les prochaines lectures dont je vais vous parler, c'est des lectures que j'ai faites au mois de décembre. Et c'est mes pires lectures de l'année en fait. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre? Je ne sais pas, mais apparemment la vie voulait m'envoyer des mauvaises lectures. Donc je sais pas ce que ça veut dire. C'était peut-être annonciateur de l'année 2022. Le livre dont je vais vous parler dans cette deuxième catégorie, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à ma maman, parce que je me suis dit que ça pourrait peut-être lui plaire et je voulais avoir son avis sur ce livre. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte mille ans ça, donc je vais un petit peu me décaler pour vous mettre la couverture ici. Le livre dont je vais vous parler, c'est Une longue impatience de Gaël Josse. C'est un livre que j'ai découvert par hasard et quand j'ai lu le résumé, je me suis directement dit je l'achète parce que c'est un résumé qui m'a tout de suite interpellée. Ce soir-là, Louis, 16 ans, n'est pas rentré à la maison. Anne, sa mère, dans ce village de Bretagne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, voit sa vie dévorée par l'attente, par l'absence qui questionne la vie du couple et redessine celle de toute la famille. Chaque jour, au bord de la folie, aux limites de la douleur, Anne attend le bateau qui lui ramènera son fils. L'écriture de Gaël Josse, je l'ai trouvée absolument sublime et incroyable. Du début à la fin, même si la fin m'a déçue et beaucoup agacée. C'est une écriture qui est très lente, très contemplative et très mélancolique et qui développe et qui plonge vraiment dans l'intériorité et dans les ressentis et les émotions des personnages. C'est totalement le genre de livre qui ne peut pas plaire à tout le monde, c'est obligé, parce que du début à la fin, on suit le personnage d'Anne, on suit son intériorité, on suit ses pensées, ses réflexions, et clairement il se passe pas grand chose, et c'est même un petit reproche que je peux faire à ce livre, c'est qu'il est beaucoup répétitif, il est même très répétitif. On suit en fait les tourments d'Anne, ses réflexions, on suit ses espoirs par rapport à la revenue ça se dit, par rapport au retour de son fils plutôt, je sais même plus parler, c'est terrible. Et on la suit juste devenir une spectatrice de sa vie parce qu'elle a d'autres enfants, elle a son mari mais tout ce qu'elle attend c'est son fils et elle relate ses souvenirs, elle nous relate certains souvenirs de quand elle était enfant, de comment elle a rencontré son nouveau mari, de souvenirs avec son fils, mais clairement il se passe vraiment pas grand chose dans ce livre, il n'y a pas beaucoup d'action, mais moi justement c'est ça que j'aimais vraiment cette plongée dans l'intériorité de cette femme, cette plongée dans les souvenirs, c'était très mélancolique et très beau. Et aussi ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de thématiques très intéressantes, notamment on parle de la maternité, parce qu'on suit ce personnage féminin en tant que femme, mais on la suit aussi en tant que mère. On suit également les réflexions de ce personnage par rapport au mariage. On voit aussi un petit peu la vie durant la Seconde Guerre mondiale, parce que là, au moment où se passe le récit, au moment où Louis s'enfuit, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais on voit certains souvenirs d'Anne pendant la Seconde Guerre mondiale et on voit un petit peu comment était le quotidien des villages pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça c'était intéressant. Et aussi une thématique que j'ai beaucoup aimée, c'est que le personnage d'Anne vivait dans un milieu pauvre et ouvrier quand elle était petite, et avec son nouveau mari, elle a accédé à une classe un peu plus bourgeoise. C'est quand même une thématique qui était très présente, et on voit qu'Anne, sa manière de construire sa maternité, sa manière de se construire en tant que femme, a beaucoup de liens et de rapports avec son identité sociale. Donc là vous vous dites, mais Solène, tu as l'air d'avoir absolument adoré ce livre. Comment ça se fait qu'il soit dans ta vidéo de tes déceptions de l'année? Bon déjà, tout simplement, il y a le fait que le début j'adorais, alors je saurais pas vous dire combien de pages, mais vraiment le début j'adorais, et au bout d'un moment je me disais bon, c'est un peu répétitif quand même, c'est un peu long. Là je trouvais quand même que les pensées se répétaient, les souvenirs se répétaient un petit peu quand même, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment j'étais pas ennuyée, mais j'étais un peu frustrée. Et après il y a eu les dernières pages en fait, il y a eu les 10 dernières pages, tout s'est joué vraiment aux toutes dernières pages, aux 2 derniers chapitres qui sont très courts. Au début du livre, on comprend pourquoi Louis part, parce que c'est pas écrit dans le résumé. La raison de son départ, de pourquoi il fugue, elle est marquée dans même le premier chapitre du roman. C'est vraiment dès les premières pages, on comprend pourquoi il est parti. Anne, du coup, a eu son fils Louis avec un premier mari, et ce mari est mort, donc elle s'est remariée avec un autre homme. Et en fait, cet autre homme maltraite Louis, il le bat avec sa ceinture. Et même il y a peut-être même d'autres choses qui se passent qui n'ont pas forcément été écrites, mais Louis en fait est un enfant maltraité, et en fait à un moment il a une altercation avec cet homme
Et c'est ça qui fait qu'il s'enfuit, parce qu'à un moment, bah voilà, il s'est exprimé en fait face à cette maltraitance qui n'en finissait pas. Donc il y a quand même un sujet très important dans cette histoire, qui est le sujet de la maltraitance infantile, qui est quand même un sujet très important dans cette histoire, étant donné que c'est un peu la raison de l'enjeu en fait du récit, étant donné que le récit parle de la douleur d'Anne face à son fils parti. Son fils part à cause de la maltraitance est donc un sujet très important dans ce récit. Et j'ai trouvé que la maltraitance infantile était très mal traitée tout au long du récit. Même au début, quand j'aimais beaucoup ce livre, je me disais que j'aimerais bien que ce soit traité autrement, mais je me disais bon, ça va peut-être être mieux dit, mieux expliqué plus tard. En fait, la maltraitance infantile, c'est un sujet qui est vraiment très mal expliqué et très mal traité, en fait, tout simplement, désolée pour le jeu de mots, tout au long du récit. On est vraiment plongé dans l'intériorité d'Anne, on est vraiment plongé à 100% dans ses réflexions, et Anne, la manière qu'elle a de penser à ses actes de maltraitance, t'as juste l'impression en fait que son mari, il a juste grondé vite fait le gamin. La manière qu'elle a de parler de ces actes qui sont d'une violence extrême, on parle quand même d'un homme qui frappe un enfant à coups de ceinture, la manière dont c'est écrit dans le livre, si t'as pas lu le début où c'est écrit vraiment que le gamin était maltraité, quand tu lis le roman, t'as juste l'impression qu'il y a juste eu une petite dispute vite fait. Je me suis dit bon, c'est un petit peu délicat parce que Anne, voilà, c'est une femme, en plus au XXe siècle, donc évidemment on se doute qu'elle va pas aller voir son mari en disant écoute bro, t'es vraiment une ordure. Ça bien sûr, à aucun moment je me suis attendue à ce que le personnage d'Anne fasse ça, parce que une femme sous l'emprise d'un homme, et en plus un homme violent, voilà, on sait ce que c'est. Mais ce qui m'a posé souci, c'est que dans les réflexions d'Anne, donc dans ses pensées intérieures qu'elle n'exprime pas à son mari, elle ne blâme jamais les actes de maltraitance. Quand tu lis ce livre, t'as juste l'impression que l'acte de maltraitance c'est un petit inconvénient. Anne elle est en mode oh il s'est passé ça, c'est triste, bon bah j'espère que mon fils va revenir et tout. Mais à aucun moment l'acte de maltraitance n'est vraiment dénoncé. Et d'accord, on suit une femme au XXe siècle, donc les mentalités étaient différentes, mais le livre n'a pas été écrit au XXe siècle, déjà il a été écrit je sais pas quand, mais récemment. Ça aurait quand même été bien que l'acte de maltraitance soit quand même un petit peu plus dénoncé. Et puis en plus, moi je suis désolée, mais le fait que, même si le livre avait été écrit au XXe siècle, pour moi ça veut rien dire, parce que Jane Eyre a été écrit au XIXe siècle, et pourtant Charlotte Brontë dénonce les actes de maltraitance infantile. Donc le fait de dire oui ça a été écrit à tel siècle donc on pardonne, pour moi c'est pas du tout recevable. Oui, ça permet de mieux comprendre un contexte, mais ça ne pardonne rien. Donc déjà il y avait ça qui m'a dérangée, qui m'a posé question, mais après il y a eu les dernières pages. Et les dernières pages en fait, je ne comprends pas la morale de l'histoire. En fait, c'était... Et ça m'a frustrée parce que c'est un livre que j'aimais beaucoup, que je trouvais très beau. Et je l'ai terminé, je me suis dit, mais déjà, quelle est la morale? Qu'est-ce que ça veut dire cette fin? Et deuxièmement, la petite morale que je crois entreapercevoir est très dangereuse en fait. Bon après peut-être que je m'exprime un peu trop de manière drama, et en ayant lu la fin, clairement je peux vous le dire, du début à la fin, l'acte de maltraitance, on s'en fout quoi. C'est vraiment un petit truc qui s'est passé, un inconvénient, puis à la fin, bah c'est pas grave, tout est pardonné. Je suis désolée mais non tu peux pas faire ça quoi. Enfin vraiment moi je... Après moi c'est un sujet qui me touche personnellement, la maltraitance, donc ça explique pourquoi je suis un petit peu drama par rapport à ça. Mais vraiment ça m'a... Je suis pas bien, bon bref. Et en plus de ça, donc pendant son point de vue, le petit chapitre de son point de vue, il pense un peu à cet acte de maltraitance qu'il a fait, et il a un peu une réflexion en mode oh snif, j'ai tout gâché, oh c'est de ma faute et tout. Encore une fois, c'est vraiment écrit comme si ce qu'il avait fait c'était pas si grave, comme si c'était juste vite fait, il avait engueulé le gamin. Donc moi j'ai lu ça, j'étais énervée au possible, mais j'étais énervée envers ce personnage. Je me disais bon, oui, je suis agacée, mais peut-être que l'autrice, elle a écrit ce chapitre de cette manière pour nous montrer que le mec c'est vraiment une ordure et qu'il se rend pas compte de ce qu'il a fait du début à la fin. Même si je pense que si tu veux vraiment dénoncer des choses, tu cherches quand même à l'écrire autrement. Donc j'étais énervée, mais je me suis dit bon, il reste un dernier chapitre, le tout dernier chapitre. Il reste donc, je sais pas, 4-5 pages, le tout dernier chapitre, et du point de vue de Louis. Donc l'enfant qui a été maltraité et l'enfant qui est parti. Et là mes amis, là c'était la fin. Je me souviens, je lisais ces dernières pages, j'étais vraiment... L'énervement et tout, je l'ai ressenti après, mais sur le coup je lisais, mais je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de lire en fait? Je ne comprenais pas comment l'autrice était partie de son point A et était arrivée
à ce point-là. Donc pendant ce chapitre, Louis raconte un peu ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Après le chapitre est court donc c'est pas expliqué non plus, c'est pas très approfondi. Et là je m'apprête à vous lire la toute dernière page du livre qui m'a fait sortir de mes gonds. En fait même pas, parce que quand je lisais vraiment j'ai continué d'halluciner en me disant mais ce n'est pas possible. Il parle du fait qu'un jour il aimerait revoir le mari donc de Anne, de sa mère, donc en gros l'homme qui le maltraitait. Il dit: la prochaine fois, c'est une certitude, je n'ai plus peur, je n'ai plus honte d'être celui que je suis, je ne demanderai rien, je serai là, c'est tout. Nous parlerons, j'espère, sans haine, apaisée. C'est tout ce que je souhaite. Moi j'ai lu ça, mais j'étais énervée au plus haut point. Je ressentais l'énervement qu'il ne ressentait pas. J'aimerais qu'on m'explique comment un enfant qui a été maltraité de manière très violente, comment ce personnage, cet enfant, peut dire « Ah bah, oh, sans rancœur, t'inquiète ». Comment est-ce possible? Ou alors, ok, ça peut être possible si on voit les réflexions précédentes du personnage. Par exemple, si au début du chapitre, Louis disait oui, bah, j'ai ressenti de la rancœur, j'ai ressenti de la haine, mais j'aimerais être dans une démarche d'acceptation et de paix. Si par exemple c'était écrit comme ça, bon, ça m'aurait quand même un peu énervé, je pense, mais au moins il y aurait eu quelque chose, tu vois. Ça, je suppose que c'est... chacun le voit de sa manière, et c'est vrai qu'en soi, c'est une belle fin de finir sur une fin pleine d'acceptation et de sans rancœur, mais je trouve ça incohérent et pas du tout réaliste, et surtout je trouve ça un peu dangereux en fait de faire passer ce genre de message, et surtout je suis très agacée par le fait que soit toujours mis le pardon en avant dans tout, j'ai l'impression, enfin dans... Non, parce que heureusement j'ai lu des livres qui disaient clairement que le pardon n'était pas un passage obligé, mais j'ai l'impression que dans plein de choses, voilà, c'est écrit que le pardon, c'est le passage obligé pour avancer dans la vie. Tu dois passer par le pardon, tu dois passer par l'oubli, par le pardon, pour avancer dans la vie et être heureux. Et là, encore une fois, ce livre fait passer ce genre de message. Il va donc revoir cet homme qui a détruit sa vie. Cet homme a clairement détruit sa vie, il a détruit sa mère, il a détruit la vie de Louis, parce que Louis est parti. Louis ne serait pas du tout parti si cet homme n'avait pas existé, et il veut le revoir comme ça, sans rancœur. Déjà, moi je trouve que d'un point de vue psychologique, c'est pas du tout réaliste, c'est pas du tout cohérent. Moi ça m'a fait du mal, quoi. Clairement, lire ça, ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a juste fait mal en fait de voir ce gamin qui a eu sa vie brisée, avec sa mère dont la vie a été brisée aussi. Ça m'a fait mal de le voir être dans ce processus de pardon, pour avancer, et surtout je trouve que c'est une morale qui est très questionnable. Je comprends sincèrement pas pourquoi faut toujours faire passer un message de bah faut aller de l'avant, faut oublier, faut pardonner, etc. Non en fait, non, c'est pas ça la vie. La colère est légitime en fait, ce genre de choses, ça normalise le fait de toujours tout pardonner, et du coup les personnes qui ressentent de la colère et qui n'ont pas envie de pardonner, bah, elles ont juste l'impression d'être des personnes horribles et pas normales. Et du coup ça peut te faire forcer à pardonner alors que tu n'en as pas envie et que tu n'es pas prêt psychologiquement à ça. Et tu peux passer par un processus de pardon, mais seulement si tu en ressens le besoin. Moi malheureusement là la fin m'a laissé vraiment un goût amer, et ce livre, s'il n'y avait pas eu de cette fin, vraiment j'aurais adoré ce livre. Après c'est vrai que je trouvais qu'il se répétait et que c'était un peu lent, donc c'est vrai que j'étais moins à fond dedans au fur et à mesure des pages, mais voilà, je l'aimais quand même beaucoup. Mais là la fin, ça m'a juste... Vraiment, ça m'a fait beaucoup de mal. Et du coup, ce qui est un peu triste, c'est que, en soi, ce livre, je pourrais le conseiller parce que je le trouve merveilleusement bien écrit. Et vraiment, il y a des thématiques dans ce livre qui sont très chouettes. Mais j'ai pas envie de le conseiller parce que c'est un livre qui parle très mal de la maltraitance infantile. Et en fait, la violence de la maltraitance infantile n'est jamais remise en question et n'est jamais dénoncée ou quoi que ce soit. Tu lis le bouquin, t'as l'impression que la maltraitance infantile, c'est juste... ah bah vite fait, le mec, il a grondé sur son gamin. Mais... c'est plus que ça en fait, c'est pire que ça la maltraitance infantile, c'est quelque chose vraiment, tu ne peux pas écrire ça légèrement. Quand tu écris ce genre de sujet, faut quand même savoir de quoi tu parles, il faut quand même l'écrire d'une bonne manière, parce que ça peut passer de mauvais messages et des messages dangereux. Ça c'est le genre de sujet, il faut faire attention quand tu les mets dans tes bouquins. Maintenant on va passer à la troisième catégorie, mes pires lectures de l'année 2021, là vraiment ces livres... j'ai même pas envie de vous les conseiller en fait. Enfin, I'm sorry, but voilà. La catégorie du fun, la catégorie de la joie, ces livres qui m'ont absolument énervée, que j'ai appelé This is why you can't have nice things because you break them. Donc là, les livres dont je vais vous parler dans cette catégorie, c'est des livres qui m'ont vraiment agacée du début à la fin, et certes il y avait des points positifs que je vais quand même citer. Donc là c'est vraiment la catégorie du spill the tea, la catégorie du drama, mais écoutez, on est là pour ça. Cette année j'ai commencé à lire la saga de Anne de Green Gables qui vient de la série Anne Maisonnée, c'est plutôt le contraire. Anne Maisonnée vient
de cette saga littéraire. Et moi j'ai vu La Sirène Musonique que j'ai absolument adoré, et donc ça m'a poussée à commencer la lecture de ces livres. Et les 2 premiers tomes m'ont pas mal déçue. Je les ai pas trouvés incroyables, je les ai pas trouvés à la hauteur de la série clairement. Mais ce n'est rien à côté de ma lecture du tome 3, Anne de Redmond, et en anglais c'est Anne of the Island. Il y a des points positifs, je tiens à les dire. Déjà, il y a des chapitres et des passages qui sont vraiment très jolis et très touchants dans ce tome, notamment je pense aux chapitres 14 et 21. Et aussi ce que j'ai particulièrement aimé dans ce tome, c'est l'ambiance universitaire. Et aussi Anne commence une colocation avec ses amis, et c'est vrai que j'ai absolument adoré cette ambiance d'université et de colocation. Et en plus, si je dois dire une qualité à la plume de Lucy Maud Montgomery, c'est que je trouve qu'elle a une plume qui sait très bien se servir de la mélancolie, et je trouve qu'elle relate très bien le temps qui passe. Les gens évoluent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui changent, et il y a des amitiés qui se délatent, et les gens vont vivre à d'autres endroits. À part ça, j'ai vraiment passé un très mauvais moment en lisant ce livre, et vraiment ça a été ma pire lecture de l'année 2021. Il y a beaucoup de choses en fait qui m'ont dérangée dans ce tome et que j'ai trouvé très dommage. Et déjà notamment, comme je vous le disais, il y a une ambiance universitaire à ce tome parce que c'est le tome où Anne entre à l'université. Le tome commence avec Anne qui entre à l'université. Le résumé nous dit clairement, voilà, ce tome c'est Anne qui va à l'université. Et clairement, Anne elle est quand à l'université? On la voit jamais étudier, on la voit jamais participer à la vie étudiante, on la voit jamais aller en cours. Quand j'ai commencé ce tome, je me suis dit, bah là c'est vraiment le tome du changement. Anne, elle part d'Avonlea, elle va à Redmond, elle commence ses études. Là ça va vraiment être le tome où sa vie change en fait, où tout change, où le récit du coup va changer. Mais en fait il n'y a rien qui change parce que Anne, du coup, pendant ses vacances, elle retourne à Avonlea. Donc là on la suit pendant les 2 premiers tomes. Dans ce tome, on la voit beaucoup plus être à Avonlea qu'à son université. Et ça j'avoue que j'ai pas du tout compris, parce que c'était censé être le tome où Anne va à l'université et on la voit jamais étudier ou quoi que ce soit, et on la voit être à Avonlea. Et surtout ce que j'ai trouvé dommage, c'est que c'est très répétitif quoi, parce qu'on a déjà eu 2 tomes où Anne est à Avonlea, qu'elle a ses petites aventures. Donc là c'est encore un 3e tome où Anne est encore à Avonlea et vit ses aventures, alors qu'on nous avait promis un tome où Anne est à l'université. En plus ces chapitres où Anne est à Avonlea et où il se passe des petites choses des fois avec d'autres personnages, c'est pas les chapitres les plus intéressants. Franchement il y a des chapitres, ils auraient pu ne pas être là en fait, et l'histoire aurait été la même. Au final, on voit pas vraiment d'évolution, alors que Anne, elle est censée évoluer, étant donné qu'elle a grandi, elle entre enfin à l'université. Mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment une évolution dans les livres? Parce que dans la construction de l'histoire, il y en a pas. Moi, je veux bien qu'elle soit à Avonlea, mais 1 ou 2 fois dans le livre, mais pas tout le temps comme ça. Et moi, il y a aussi quelque chose qui m'agace énormément avec Lucy Maud Montgomery, c'est que je trouve qu'elle ne développe absolument pas ses personnages. Sincèrement, je trouve que c'est vraiment l'une des plus grosses faiblesses de cette saga, c'est que je trouve que les personnages n'ont aucun développement et aucun approfondissement. Et ce qui m'agace encore plus, c'est que dans ce tome-là, encore une fois, l'autrice rajoute de nouveaux personnages, Anne rencontre de nouvelles personnes, et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des personnages que l'autrice a introduits au début des tomes, dans le tome 2 et dans le tome 1, mais ils ont été là 1 fois, 2 fois, ou alors ils sont là mais ils sont pas du tout développés, et elle rajoute encore des personnages. Je préférerais qu'elle développe ces personnages plutôt qu'elle en rajoute tout le temps des nouveaux, parce que là du coup on se retrouve avec une farandole de personnages, mais lequel est véritablement approfondi? À part Anne, personne n'est approfondi. Même Gilbert, qui est censé être le personnage important dans la vie d'Anne et le personnage important dans les livres, je suis désolée mais Gilbert, on sait rien de lui. Enfin, on sait des petites choses, mais il n'est pas du tout développé. Et encore une fois, dans ce tome, l'autrice rajoute encore une fois des personnages, et moi j'étais là genre mais en fait je m'en fiche de ces personnages parce que je sais qu'ils vont pas être développés et je sais qu'on va s'en foutre après. Donc clairement là, à un moment elle est quelque part et elle rencontre d'autres persos, vraiment je lisais ce qui se passait mais j'imprimais même pas parce que je me disais mais en fait ces personnages je sais qu'ils vont rien apporter à l'histoire, donc ça sert à quoi que je me prenne la tête à retenir les noms de ces personnages. En plus si elle rajoute de nouveaux personnages c'est pour rajouter un peu des storylines, donc je me dis bah pourquoi pas ne pas prendre ces storylines mais les donner aux personnages qui sont déjà existants. Mais là du coup ça fait que quand on lit Anne de Green Gables, il y a 3000 personnages, mais il n'y en a aucun de vraiment développé. Et ce qui m'a aussi beaucoup agacé dans ce tome, c'est qu'on suit toute une storyline. Alors après, je peux pas en dire trop parce que ce serait spoilé, mais en gros, du début à la fin de ce tome, il y a une storyline d'Anne qui est perdue dans ses sentiments, qui est perdue entre plusieurs garçons. Déjà, c'est long. C'est lourd, t'as juste envie de dire à Anne mais réveille-toi. Et en plus, ce que je ne trouve pas du tout réaliste et pas du tout cohérent, c'est que si le fait qu'Anne soit perdue dans ses sentiments, ça dure quelques mois, quelques semaines, bah là c'est normal, tu vois, c'est normal d'être perdue. Mais là, Anne perdue dans ses sentiments et perdue entre plusieurs garçons, ça dure 2 ans.
comment est-ce possible que pendant 2 ans tu peux te mentir à toi-même comme ça? C'est pas du tout réaliste. Et du coup, je vais pas vous mentir, oui, la finalité de l'histoire, la finalité de la chose a réchauffé mon cœur, et oui, j'étais très contente, mais en fait, la fin, la finalité, franchement, j'ai l'impression que ça sortait de nulle part. Genre, Anne est perdue dans ses sentiments pendant 2 ans, et d'un coup, ah mais en fait, c'est lui que j'aime depuis le début. Mais d'un coup, du jour au lendemain, elle se rend compte. En une seconde, elle se rend compte. Donc déjà, c'est pas cohérent, et en plus, c'est juste lourd, quoi. Moi, franchement, Anne perdue, je n'en pouvais plus. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, comme on dit si bien, le chapitre 16 existe. Dans le chapitre 16 d'Anne de Redmond, Anne et ses amis ont la volonté de tuer un chat. Il y a un chat dans les parages qui colle Anne, un chat qui est un chat errant, et Anne voudrait s'en débarrasser. Et elle essaye de le repousser, ça ne fonctionne pas. Et du coup, elle et ses amis décident d'empoisonner le chat. Elles l'enferment dans une... Donc du coup, oui, trigger warning, maltraitance animale. Hein. Donc elles enferment le chat dans une boîte en mettant un produit, en espérant qu'il meure. Les gamines sont là en mode « Ah bah là, on met du produit, on espère que le chat va mourir. » Pardon, déjà, lire une scène de maltraitance animale, ça me fait pas du bien. Ça, bien évidemment, moi j'étais très mal en lisant ça. Mais en plus, ça n'apporte rien à l'histoire. Franchement, je ne vois pas ce que ça apporte à l'histoire. En plus, je trouve que c'est pas cohérent avec le personnage d'Anne. Enfin, Anne, depuis le début, qu'on voit aller au-delà des apparences, être tout le temps bienveillante. Et là, elle essaie de tuer un chat. Enfin, excusez-moi, mais non. Et en plus de ça, ce n'est pas du tout dénoncé ou quoi que ce soit. C'est juste très gratuit. Elle l'empoisonne et c'est très lent en fait. C'est très lent en fait comme manière de tuer un animal. Clairement, c'était violent et inutile et gratuit. Et en plus de ça, ça c'est un truc que je m'en suis souvenu après, dans le chapitre d'après, ou je sais plus quand, mais pas loin après ce chapitre, à un moment, Anne reçoit une lettre de Davy, je crois, qui lui raconte qu'un mec du voisin à Avonlea donc là, trigger warning, violence animale, hein, a pendu son chien. Donc en quelques pages, t'as Anne qui essaie de tuer un chat, et après t'as un mec, on nous raconte l'histoire d'un mec qui a pendu son chien, mais sans aucune raison. Hein. Enfin, déjà, faut pas de raison pour prendre un chien, mais là, en plus, il y a vraiment zéro raison. Le mec, juste, il en avait marre de son chien, donc il le pend. Pourquoi Lucy Maud Montgomery a écrit ça? Quel est l'intérêt? Pourquoi elle avait un problème avec les animaux? C'est pas possible d'écrire ça. Mais vraiment, je lisais, mais j'hallucinais en fait, enfin vraiment là les livres dont je vous parle qui m'ont déçue, j'hallucinais en lisant. Par contre ce qui est vrai et ce qui me saoule c'est que je trouve que Lucy Maud Montgomery elle est très forte pour ses fins de tomes. Les 3 tomes que j'ai lus de cette saga, à chaque fois les fins me donnent envie de continuer. Et là notamment le dernier chapitre, je me souviens, j'ai terminé le livre, j'étais hyper vénère, j'en avais trop marre. Et je suis allée me coucher et durant la nuit, je vous raconte ma vie, hein. Et durant la nuit j'ai repensé au dernier chapitre et je me sentais toute, je sais pas, je ressentais un truc et vraiment j'avais trop envie de lire la suite. Parce que ce dernier chapitre, vraiment, je l'ai trop aimé, j'ai trouvé trop joli. Même s'il sortait un peu de nulle part et même si ça m'a un peu saoulée, j'ai beaucoup aimé ce dernier chapitre, forcément. Vu ce qui se passe, vous me connaissez. Je trouve quand même des petits points négatifs à cette saga, notamment le tome 2, tu vois, je l'ai bien aimé en soi le tome 2, je l'ai pas trouvé incroyable, mais je l'ai bien aimé. Là, ce tome, il m'a dégoûtée pour des aspects très particuliers. Et surtout, moi, je suis motivée à continuer cette saga parce que Anne et Gilbert, totalement, j'ai totalement envie de voir où leur relation va. Et puis aussi, voilà, si Anne Weasley avait pas été annulée, j'aurais pas continué, je pense. Sincèrement, c'est un truc que je me suis dit, mais là, si Anne Weasley continuait, j'aurais clairement abandonné les livres. Mais là, je suis désolée, il n'y a pas Anne Weasley. Moi, j'ai envie de lire la saga, j'ai envie de voir où vont les personnages. Donc voilà, à voir où va la suite. Là, franchement, ce tome 3, c'est le tome que j'ai le moins aimé parmi les 3. Mais voilà, si la suite est comme le tome 2, bah c'est une suite que je vais bien aimer, qui me décevra sur certains points, parce que je trouve que c'est quand même une saga qui a beaucoup de défauts. Tant que c'est pas pire que le tome 3, tu vois, moi je continue sans souci. Mais si on me dit que il y a encore des chiens pendus ou je sais pas quoi dans la suite des tomes, ça va pas le faire. C'est vrai que cette saga, ça a vraiment été ma grosse déception de cette année, parce que moi vraiment, j'ai tellement aimé la série, qui est l'une de mes séries préférées, que je me suis dit mais les livres, je ne peux qu'aimer. Et les livres, en fait, je suis plus déçue et plus frustrée à chaque tome. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est également une énorme déception, c'est Nick et Charlie d'Alice Oseman. Alors Alice Oseman, franchement, je suis perdue. Je suis complètement perdue, j'ai l'impression d'aimer un livre sur 2. Nick et Charlie, c'est une nouvelle qui se place dans l'univers d'Heartstopper, donc on retrouve Nick et Charlie qui sont les personnages principaux de Heartstopper. C'est en quelque sorte un bonus et c'est écrit en prose, contrairement à Heartstopper, et des fois il y a des dessins. Cette nouvelle se place dans une période où c'est la fin du lycée pour Nick. Là ça commence à être les vacances d'été et en septembre il partira à l'université
pendant que Charlie, qui lui a 1 an de moins que Nick, reste encore au lycée. À la fois Nick est très heureux à l'idée d'aller à l'université parce que voilà c'est le grand changement et l'université ça le fait rêver, mais Charlie lui il angoisse déjà à l'idée d'être 1 an sans Nick. Charlie angoisse beaucoup par rapport à leur relation qui va être à distance pendant 1 an. Je suis une immense fan de Heartstopper, j'adore les personnages de Nick et Charlie, j'adore cet univers, j'adore les personnages. Du coup, je veux lire tout ce qui a rapport à Heartstopper et au personnage d'Heartstopper. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, j'avais très hâte de lire cette nouvelle, Nick et Charlie, ce petit bonus qui nous fait apprendre plus de choses sur la relation et sur la vie de Nick et Charlie. Et je me souviens m'être dit, de toute façon, c'est Nick et Charlie, je ne peux qu'aimer. Bon, comme je l'ai dit, je compte dire des points positifs à chaque livre qui figure dans cette vidéo, et de toute façon ce livre, même si je l'ai vraiment pas du tout aimé, il n'y a pas tout qui est à jeter. Déjà évidemment j'étais contente de retrouver l'univers d'Heartstopper, les personnages, parce que au-delà de Nick et Charlie, on voit aussi un peu Tori, on voit Tao, on voit Aled, et aussi je dois avouer qu'il y avait des scènes absolument mignonnes, il y avait des phrases très mignonnes, et il y avait aussi des idées intéressantes, et en fait je trouve que l'idée de la nouvelle est intéressante, le fait que Charlie il se pose des questions sur l'avenir de Nick et de lui, il se demande si leur relation à distance, si ça va tenir, c'est des angoisses qui sont très légitimes et qui existent, enfin, beaucoup de personnes passent par ce genre d'angoisse là. Donc maintenant on va passer au point négatif, et là il y a un petit peu plus de choses à dire, légèrement plus de choses à dire. Quand on parle de Nick et Charlie, pour moi, ce livre n'existe pas. Cette nouvelle est construite avec les 2 points de vue, donc le point de vue de Charlie et le point de vue de Nick, et à chaque fois c'est à la première personne du singulier. Et la manière dont c'est écrit, c'est vraiment « il se passe ça, oh je ressens ça, après je fais ça, je ressens ça ». Après des fois il y a des phrases qui étaient chouettes, hein. Je dis pas que tout était mauvais, mais de manière générale, j'ai vraiment eu la sensation que le texte était écrit comme ça, donc c'est écrit d'une manière très robotique qui m'a beaucoup distanciée par rapport à ce qui se passait, parce que dès que les personnages disaient je ressens ça, donc des choses des fois qui étaient très angoissantes ou tristes, c'était écrit d'une manière tellement robotique que j'étais perturbée, et du coup je n'arrivais pas vraiment à sentir le texte. J'ai vraiment envie d'oublier ce livre. Bon, c'est peut-être un peu drama, mais vraiment j'ai envie de l'enlever de ma mémoire, parce que j'ai trouvé que dans cette nouvelle, Nick et Charlie, on dirait qu'ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de consistance. Alors déjà l'écriture que j'ai trouvée robotique joue beaucoup là-dedans, parce que oh il se passe ça, je ressens ça, ça fait pas humain. En fait Nick et Charlie ils paraissent pas humains dans cette histoire, et moi je me souviens un moment quand je lisais, je me suis dit mais je refuse de croire que il se passe ça dans l'intériorité de Nick et Charlie, parce qu'en fait il n'y avait aucune profondeur et les réflexions étaient très simplistes. Comme c'est écrit à la première personne du singulier, on plonge dans l'intériorité de Nick et Charlie, on voit leurs réflexions, leurs pensées, mais leurs réflexions n'ont vraiment aucune profondeur, aucun développement. En plus de ça, ils ne ressemblent en aucun cas au Nick et Charlie d'Heartstopper. Après ça bien sûr c'est mon ressenti, mais vraiment je n'ai pas du tout retrouvé les Nick et Charlie d'Heartstopper dans cette nouvelle. Ils ont des réactions qui ne leur ressemblent pas du tout. Je ne les ai pas du tout retrouvés, que ce soit dans leurs réactions, dans leur manière de parler. Et en plus, l'enjeu de cette histoire se passe autour d'une dispute. Parce qu'à un moment, Nick et Charlie se disputent par rapport... Parce que, voilà, Charlie, il dit oui, moi je suis stressée par rapport à l'année prochaine, et Nick, il comprend pas. Donc il y a un gros manque de communication. Et après, ils ne se parlent plus pendant 2 semaines. 2 semaines. Nick et Charlie, ils ne se parlent pas, ils ne se demandent même pas comment ils vont, en sachant tout ce qu'ils ont vécu avant. Le tome 4 d'Heartstopper, voilà, si vous l'avez lu... Voilà, et là ils ne se parlent pas pendant 2 semaines. Alors moi je veux bien qu'il y ait du drama et des personnages qui se déchirent, mais là ça fait pas réaliste, et surtout ça ressemble pas du tout au Nick et Charlie de Heartstopper. Et en plus le moment où ils se disputent, j'ai pas cru une seule seconde, la scène était ridicule, ils se sont mis en colère en 1 seconde. Évidemment que le manque de communication ça existe et des fois tu te comprends pas, mais là ça paraissait juste forcé, ridicule, et moi c'est quelque chose que j'aime pas trop dans les livres d'Alice Oseman, parce que je trouve qu'Alice Oseman a énormément de qualité dans ses textes. Je suis très fan de Heartstopper et de Radio Silence notamment, mais à chaque fois les disputes dans les livres d'Alice Oseman, je les trouve forcées et pas du tout cohérentes, et là ça a encore été le cas avec cette nouvelle. La scène de dispute, j'y ai pas cru une seule seconde, je l'ai lu mais je m'en foutais, alors que Nick et Charlie qui se disputent, c'est censé me toucher, c'est censé me faire quelque chose parce que je les aime très fort. Et à la fin, la manière dont tout se résout, c'est... ouais non, j'y ai pas cru non plus. Après c'était mignon, je dis pas, hein, mais ouais ça paraît pas du tout réaliste. Je pense que ce qui m'a le plus déçue et le plus frustrée, c'est que je suis une très grande fan d'Heartstopper, et Heartstopper c'est vraiment des bandes dessinées que je trouve très profondes et très subtiles et très sensibles. Et j'ai
aucunement retrouvé cette profondeur, cette subtilité, cette justesse. J'ai pas retrouvé tout ça dans Nick et Charlie. Alors que justement, Nick et Charlie, t'es censé être plongé dans l'intériorité des personnages, donc moi je m'attendais vraiment à retrouver leurs réflexions, Doorstopper, à retrouver cette profondeur. Et vraiment ça m'a déçue parce que je me suis dit mais pour moi Nick et Charlie c'est pas ça en fait, c'est... Je refuse de croire qu'ils pensent comme ça parce que s'ils pensent comme ça, ils ont aucune profondeur. Si vous êtes fan d'Heartstopper et si vous voulez vous faire votre propre avis, je vais pas vous la déconseiller cette nouvelle parce que c'est une très jolie nouvelle et qui est mignonne, qui a des scènes mignonnes. Mais moi sincèrement, j'ai pas du tout retrouvé la profondeur, la justesse, la beauté d'Heartstopper, j'ai pas du tout retrouvé l'ambiance d'Heartstopper dans ce récit. J'avais l'impression de lire des personnages totalement différents. J'ai prévu de lire l'hiver prochain This Winter, qui est une autre nouvelle qui se passe dans l'univers d'Heartstopper, de Solitaire, etc. J'avais très envie de lire cette nouvelle, elle me donnait beaucoup envie, mais là je dois vous avouer que j'ai un peu peur. En tout cas j'espère que ce sera un petit peu mieux travaillé et plus profond que Nick et Charlie. Voilà, je vous ai présenté tous ces livres qui m'ont déçue en 2021, donc je le répète, ce sont mes goûts, c'est mon avis, et je dis pas du tout que ces livres sont objectivement mauvais, je les déconseille pas ou quoi que ce soit, c'est juste, en fait, je pense que j'avais des attentes ou que je m'attendais à autre chose, et ces livres n'ont pas su rencontrer mes attentes. C'est vraiment une question de feeling et de goût, et c'est très possible que vous, ces livres, vous les adoriez pour d'autres raisons, tout comme moi, des livres qui font partie de mes lectures préférées de 2021, bah c'est possible que ces livres-là, vous les avez pas aimés pour d'autres raisons. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était un petit peu négative. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels ont été les livres qui vous ont déçu en 2021, si vous avez été également déçus par les livres que je vous ai cités, ou si au contraire vous avez adoré un des livres que je vous ai présenté, bah pourquoi pas partager là-dessus. Après, voilà, ça sert à rien de partir en débat. Moi je pense que ces livres, je me suis quand même fait mon avis dessus, que j'ai bien analysé, donc je pense pas que je vais changer d'avis sur les livres, mais c'est toujours intéressant de partager et d'avoir les avis des uns les autres. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait super plaisir, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention à vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh, goddamn, my beef, it's in the palm of your freezing hand. Taking